La baby-sitter est assise dans la maison plongée dans le noir, éclairée seulement par la douce lueur de l'écran de télévision. Depuis que la petite fille est couchée, la maison chaleureuse et pleine de vie est étrangement calme. De ses doigts nerveux, elle fait défiler les chaînes, passant des émissions de cuisine à un film en noir et blanc, en passant par un documentaire sur les pingouins. Mais rien ne parvient à capter son attention comme elle le souhaiterait. Rien de cela ne lui permet de détourner son attention du fourmillement nerveux à l'arrière de son cou, ni de lui ôter cette sensation de main moite. C'est le pire moment de chaque prestation de babysitting. Ses amis ne sont pas d'accord. Elle pense que le meilleur moment, c'est tard le soir, après que les enfants sont couchés et avant que les parents ne rentrent de leur soirée. C'est le moment idéal pour inviter son petit ami ou se servir en cachette dans le garde-manger. Cependant, alors qu'elle regarde la chaîne de téléachat et les talk-shows de fin de soirée, la seule chose à laquelle elle pense vraiment, c'est à quel point elle se sent seule en ce moment. C'est un quartier sans danger, elle le sait au fond d'elle. Mais elle ne peut s'empêcher de sentir son pouls monter en flèche chaque fois que des phares éclairent la cour. Elle ne peut empêcher son imagination de tourner en boucle avec des images de tueurs armés de machettes qui regardent à travers la vitre. Pourquoi y a-t-il tant d'histoires effrayantes sur les babysitters, se demande-t-elle, à mesure que sa poitrine se crispe de peur. Il s'agit toujours d'une babysitter qui reçoit un coup de fil d'un inconnu menaçant qui lui dit d'une voix grave « Avez-vous pris soin des enfants ?» C'est toujours la babysitter qui regarde toute la nuit la terrifiante représentation de clowns dans le coin de la pièce, jusqu'à ce qu'elle appelle la famille pour leur poser une question à ce sujet, et qu'elle entende ces mots terrifiants « Nous n'avons pas de représentation de clowns ». C'est inexorable. Les tueurs masqués et les fous en cavale, les voix douces des enfants fantômes et le ricanement diabolique du diable caché dans le placard ou sous le lit sont en quête d'une nouvelle proie. Dans les histoires d'horreur, la babysitter est toujours une proie facile. Elle tremble. Ce sont des histoires que l'on raconte autour d'un feu de camp, se répète-t-elle. Ce n'est pas parce que dans les histoires, les babysitters sont toujours des proies faciles qu'il va lui arriver quelque chose ce soir. L'enfant dort profondément. Les parents vont bientôt rentrer et il y a des restes de macaroni au fromage dans la cuisine. Tout va bien. Elle prend une profonde inspiration et juste avant d'expirer et de se détendre, elle entend un bruit au niveau de la porte d'entrée. Elle se crispe et retient sa respiration. C'est peut-être un raton laveur qui fouille dans les poubelles. Peut-être que c'est juste le vent. Mais ensuite, elle entend des pas qui vont et viennent à l'extérieur. Cela lui fait froid dans le dos. Elle s'agrippe fortement au canapé et ne peut faire le moindre mouvement. Doit-elle allumer la lumière ? Non, surtout pas. Il saurait alors qu'il y a quelqu'un dans la maison. Peu importe qui se cache derrière la porte d'entrée tard dans la nuit. Elle ne veut pas qu'il sache qu'elle est là. Soudain, une pensée lui vient à l'esprit. Une pensée qui lui retourne l'estomac. A-t-elle fermé la porte à clé ? Un grincement métallique la fait presque crier de peur, mais elle se couvre la bouche au dernier moment. La fente de la porte d'entrée pour le courrier s'ouvre. Quelque chose de petit passe à travers et atterrit sur le sol. Puis, aussi vite qu'ils sont apparus, les pas s'éloignent. Elle se retrouve à nouveau seule dans l'obscurité. Elle attend et attend encore, mais aucun autre son ne se fait entendre. Qui que soit la personne qui était là, elle est repartie. Mais qu'a-t-elle laissé derrière elle ? La babysitter se dirige sur la pointe des pieds vers la porte, où elle découvre l'étrange paquet par terre. Il s'agit d'une petite boîte en plastique contenant un DVD, sans rien d'écrit dessus. Elle le retourne à la recherche de la moindre inscription lui indiquant de quoi il s'agit, mais il n'y a rien. Elle se rappelle alors que la famille a un lecteur de DVD. Elle ne saurait expliquer ce qui la poussait à glisser le disque dans le lecteur et à s'asseoir pour le visionner. Peut-être s'agissait-il d'une sorte de curiosité morbide ou de ce désir lancinant et dévorant de distraction. Quoi qu'il en soit, elle a appuyé sur Play et s'est préparée à ce qui allait suivre. Sur l'écran apparaît l'image d'une jeune femme portant une courte robe blanche et une paire de talons hauts, courant dans un couloir étroit. Sa bouche est grande ouverte, son visage est déformé par un cri à glacer le sang. Mais aucun son ne sort de la télévision. La babysitter saisit la télécommande et augmente le volume. Mais rien ne sort des haut-parleurs, sinon le silence. Quelque part, sans le son, le cri semble plus horrible. Il y a quelque chose de pas naturel. Tandis que la femme court, une silhouette la poursuit. La babysitter sursaute involontairement lorsque la silhouette se rapproche. C'est une énorme poupée, 3 fois plus grande que la femme en robe blanche. Elle porte des vêtements avec de la dentelle et des manches bouffantes et a une jupe longue et rembourrée. La poupée ne devrait pas pouvoir bouger comme elle le fait. Tout chez elle semble conçu pour qu'elle reste immobile. Ses bras raides en bois, ses doigts écartés et figés, son sourire fixe et inexpressif, ses yeux immobiles et sans vie qui fixent le dos de sa victime. Pourtant, la poupée bouge, ses jambes et ses bras s'agitent, sa tête tourne de gauche à droite pour suivre le trajet de la femme. Le couloir débouche sur une salle de concert avec un piano à queue et un banc en bois que la femme renverse en passant à toute vitesse. La poupée poursuit son chemin sans relâche, à un rythme régulier, presque décontracté. Comme si elle savait que la femme allait se fatiguer, s'affaiblir,
Devenir vulnérable, c'est comme si elle pouvait la poursuivre indéfiniment. La babysitter ne peut détourner le regard, ne peut fermer les yeux. Elle le voudrait tellement, mais elle doit savoir ce qui va arriver à cette femme. À quoi ressemblera ce visage insensible quand il aura capturé sa proie? Elle regarde pendant plusieurs minutes, elle ne peut pas vraiment dire combien de temps, et puis l'écran devient tout noir. La babysitter soupire, prête à éjecter le DVD et à le jeter à la poubelle. Mais c'est alors que l'écran se rallume. Elle est là, la femme en blanc, étendue sur le sol. La caméra survole son corps. On voit ses pieds et ses jambes tordus d'une curieuse façon, puis ses bras cassés, et enfin son visage. Des yeux noirs perçants fixent l'écran. La tête de la femme a été remplacée par celle de la poupée. Ensuite, l'écran redevient noir. Tout est fini. La babysitter porte une main à son visage et sent des larmes ruisseler sur ses joues. Depuis quand pleure-t-elle? Elle l'ignore, mais désormais, elle ne peut plus se contenir. C'était si horrible. Des gens qui se transforment en poupées. Des poupées qui prennent le contrôle de la population. Elle a le sentiment de perdre le contrôle. Elle essaie de se calmer, de se souvenir d'une chanson apaisante que sa mère avait l'habitude de chanter, mais ces vieux souvenirs sont aussi flous qu'un rêve dont on se souvient à moitié. Coucou! Une voix calme tire la babysitter de ses pensées. Là, sur l'escalier, se trouve la petite fille, vêtue de son pyjama rose en forme de lapin, et tenant dans ses bras sa poupée préférée. J'ai fait un mauvais rêve! La babysitter regarde la petite fille tenant la poupée dans sa main. Elle a les mêmes grands yeux bleus, les mêmes boucles parfaites et les mêmes joues roses. Sa peau presque synthétique, sa façon de marcher, de parler. Comment a-t-elle pu ne pas le voir avant? C'est bon, je suis là, dit-elle. Tu veux un verre d'eau? La fille hoche la tête. La babysitter aurait pu jurer que la poupée avait également hoché la tête. Que pouvait-elle faire? Dire quelque chose? Non, ça ne marcherait pas. La fille est trop jeune pour comprendre. Il lui fallait trouver autre chose. Elle se dirige vers la cuisine et alors qu'elle ouvre le robinet pour remplir un verre d'eau, ses yeux se posent sur la planche à découper. Dessus, il y a un hachoir posé qui attend. Elle le saisit et retourne dans le salon. Une demi-heure plus tard, les parents rentrent à la maison, s'attendant à trouver leur fille au lit et leur fidèle babysitter assis sur le canapé comme toujours. Au lieu de cela, ils découvrent une scène cauchemardesque. Ils allument la lumière et découvrent des éclaboussures de sang sur leur tapis blanc, autrefois immaculé. Une traînée de sang rouge les conduit au bout du couloir. Ils peuvent sentir une odeur de décomposition caractéristique d'une boucherie. Lorsqu'ils parviennent à la cuisine, ils ne peuvent s'empêcher de crier. Ils découvrent la babysitter tenant toujours le hachoir. Elle manifeste une grande et profonde tristesse. « Qu'est-ce que tu as fait ?» hurle la femme, tandis que son mari reste immobile, le visage pâle et en pleurs. Je ne voulais pas faire ça, mais c'était la seule solution. La babysitter essuie ses larmes et le sang sur sa joue. Ne voyez-vous pas? Elle regarde le couple en espérant qu'ils répondent, mais les parents ne peuvent pas dire un mot. S'ils ouvrent à nouveau la bouche, ils savent qu'ils vont vomir. Il fallait que je vous dise la vérité, insiste la babysitter. Elle n'était pas réelle de toute façon. C'était une poupée, un jouet, tout comme moi. Elle les regarde, puis soudain, ses yeux en larmes s'illuminent d'une étincelle de folie. Elle se lève lentement et fait un pas vers le couple, affichant une sinistre détermination. Le regard de quelqu'un qui n'est pas fier du sang qu'il aura sur les mains, mais qui est quand même sur le point de le faire couler. Les parents ont tenté de s'enfuir, mais c'était trop tard. Elle a brandi le hachoir bien haut, la lame de métal tranchante étincelant dans la pénombre. Tout comme vous. Cette pauvre famille malchanceuse, leur fille assassinée et cette babysitter apparemment équilibrée qui s'est transformée en meurtrière, ne furent pas les premières personnes à voir leur vie détruite par cet étrange DVD. Et elles ne seront pas les dernières. Un peu partout dans le monde, des personnes ont ouvert leur boîte aux lettres et y ont découvert un DVD anonyme, sans logo, ni titre, ni aucune autre information permettant de l'identifier. Ces personnes ont commis la grave erreur de regarder le DVD et ont été victimes de l'influence du SCP-1432. SCP-1432 ne désigne pas les DVD eux-mêmes, mais plutôt le contenu. Il s'agit d'un court-métrage muet avant-gardiste, qui consiste en une série de scènes presque identiques. Dans chaque séquence, une gigantesque poupée poursuit une jeune femme dans diverses pièces et divers couloirs. La taille de la poupée varie d'une scène à l'autre et paraît grandir ou rétrécir afin de combler des pièces plus grandes ou de passer par des portes plus petites. Cela dure pendant 16 minutes, avant la scène finale où l'on voit le corps de la jeune femme avec la tête de la poupée à la place de la sienne. Mais qu'est-ce qui, en dehors de ces images quelque peu troublantes, rend cette vidéo si anormale ? Toute personne qui regarde cette vidéo pendant au moins 5 minutes verra sa perception de la réalité et de sa propre identité changer radicalement. Le sujet commencera à croire sans l'ombre d'un doute que lui et tous les autres gens et animaux du monde ne sont pas des êtres vivants, mais des poupées fabriquées de toutes pièces par une force inconnue. Cet effet entraîne des tendances meurtrières chez 73% des sujets. Les meurtres qui en résultent sont souvent délicats et lourds d'émotions pour le sujet, qui exprime des remords pour ce qu'il a fait
même s'il est convaincu que tuer et mutiler sa victime constitue le seul moyen de dévoiler la vérité aux autres. Le premier SCP-1432 a été découvert dans la section des preuves d'un commissariat de police d'une petite ville de l'Ohio, après qu'un homicide particulièrement atroce a attiré l'attention des agents de la Fondation. Un garçon de 12 ans avait regardé la vidéo, et quelques heures plus tard, avait tué sa mère et son père. La Fondation a placé le DVD en sécurité, et le garçon a été interrogé par un chercheur. Le chercheur a commencé l'entretien en demandant au garçon de se présenter. Une fois ces formalités réglées, il pouvait passer aux questions plus sérieuses. « Très bien », a-t-il déclaré. « Tu crois que tu es un jouet, c'est bien ça ?» Le garçon a hoché la tête. « Oui, je le suis. Vous l'êtes. Tout le monde. Tout le monde que j'ai rencontré l'est. Il est probable que tout le monde le soit. Je ne sais pas, Il s'est arrêté là. Ses yeux étaient remplis de larmes. Le chercheur a tenté de le réconforter. « Ce n'est pas grave. Quand as-tu réalisé que tu étais un jouet ?»« J'ai regardé une vidéo, je ne m'en souviens pas bien. Il était question d'une poupée, je crois, ou quelque chose comme ça. Mais après ça, je savais. Je veux dire, c'était évident. Comment ai-je pu ne pas le voir plus tôt ? Tout le monde l'est. Tout le monde. Rien que des jouets. Tout ce que j'ai ressenti. La fois où j'ai réussi un home run pour la première fois. Mon amour pour mes parents, mon chien. Tout ça, c'est juste quelqu'un qui joue avec ses jouets. » Le chercheur a poursuivi la discussion. « Mais si tu n'as pas pensé de cette manière jusqu'à ce que tu aies vu la vidéo, ne penses-tu pas qu'il soit possible que la vidéo ait pu te faire ressentir cela ? Qu'elle ait en quelque sorte influencé ton esprit ?» À ces mots, le garçon se crispa, le visage rougissant de colère. « Non, le type qui a fait la vidéo, il mettait les gens en garde. Vous ne comprenez pas ? Il a tout compris et il voulait que les gens le sachent, parce que les gens ont besoin de savoir. Il ne mérite pas de simplement exister juste pour que quelque part, quelqu'un ait le droit de rire ou je ne sais quoi. » C'est bon, je comprends. Alors tu as essayé de dire à tes parents ce que tu avais découvert. Le garçon se mit à trembler et des larmes se sont mises à couler sur ses joues. Je l'ai fait. Ils ne m'ont pas cru. J'ai continué à leur expliquer, mais ils ne comprenaient pas. Je voulais leur montrer. Le montrer à quelqu'un. Je devais faire en sorte que les gens sachent. Le seul moyen était de... Ça ne pouvait pas être quelqu'un d'autre. Je n'aurais pas eu l'opportunité comme je l'ai eu avec eux, mais... Je comprends. Tu devais faire ce que tu pensais être juste. Le garçon frappa des poings sur la table, en tremblant davantage. Il avait une voix chevrotante qui reflétait toute sa détresse. Ils sont si intelligents. Ils savent que la seule façon de savoir est de montrer aux gens ce qu'il y a vraiment à l'intérieur. Alors ils mettent ça, ils vous programment pour que vous ne le fassiez pas. Ils rendent ça si difficile. C'était tous ces souvenirs, mais je devais, Le chercheur a donné une petite frappe amicale sur l'épaule du garçon en disant « Je sais, ça va aller. » Le garçon a pleuré en silence pendant un moment, puis a demandé « Je suis une bonne personne, n'est-ce pas ? Je devais le faire. Je le voulais vraiment. » Le chercheur a dit en retenant ses larmes « Tu es quelqu'un de bien. Tout finira par s'arranger, je te le promets. » On a ramené le garçon dans sa chambre de confinement et on lui a donné un sédatif pour l'aider à dormir. Le chercheur a immédiatement demandé un traitement amnésique de classe A pour l'aider à oublier la conversation qui l'avait si profondément troublé. Sa demande a été acceptée et il a poursuivi ses activités à la Fondation SCP jusqu'à sa nouvelle confrontation traumatisante. Tous les exemplaires récupérés de SCP-1432 sont conservés dans une armoire sécurisée dans une chambre de confinement. Cette chambre contient également une télévision et un lecteur DVD qui doivent être utilisés pendant les tests. Aucun exemplaire de SCP-1432 ne doit être sorti de la chambre, sous aucun prétexte. Bien que la Fondation ait confiné tous les DVD de poupées qu'elle a découverts, le processus de confinement du SCP-1432 s'apparente à écoper sur un bateau qui coule. Cela peut aider un peu, mais les eaux continuent tout de même à monter. En raison de cette difficulté à assurer le confinement, le SCP-1432 a été classé Euclide. Tout ce que la Fondation peut faire, c'est de surveiller les communications de police et de garder l'œil ouvert sur tout homicide lié à un DVD. Si un tel crime est signalé, une équipe est envoyée sur les lieux pour récupérer tout exemplaire potentiel de SCP-1432. Ces DVD suspects sont ensuite testés sur le personnel de classe D. Si les personnes testées commencent à parler de poupées et de gens qui ne sont pas réels, les DVD sont immédiatement placés en confinement. Mais le travail ne s'arrête pas là. L'ère numérique a facilité la recherche de recettes, la communication avec des êtres chers et le piratage de musique. Mais elle a également simplifié la tâche des personnes mal intentionnées, désireuses de partager des contenus nuisibles avec des millions d'inconnus. Parce que le SCP-1432 pourrait causer d'énormes dégâts sur la population si on le laissait se propager, une équipe spécialisée est chargée de surveiller les plateformes de partage de vidéos en ligne pour déceler toute tentative de ce genre.
Si l'on en trouve, il faut les supprimer dès que possible et retrouver l'adresse IP de l'utilisateur qui a téléchargé la vidéo. Actuellement, on sait très peu de choses sur les auteurs de la vidéo. On ne sait pas encore qui a réalisé la vidéo, dans quel but, ni qui est choisi pour en recevoir une copie. Il y a des forces dans ce monde avec lesquelles il ne faut pas jouer. Alors méfiez-vous de tout DVD mystérieux glissé dans votre boîte aux lettres. Il est préférable de le jeter immédiatement. Ne le ramenez pas chez vous. N'allumez pas votre lecteur DVD et n'appuyez surtout pas sur le bouton de lecture. Sinon, cela pourrait bien être la dernière chose que vous aurez regardée. À présent, allez consulter une autre rubrique des dossiers du Dr Bob, comme le SCP-513, une cloche de vache, pour découvrir une autre anomalie qui rend fou et qui affecte la santé mentale de tous ceux qui en sont victimes. Et n'oubliez pas de vous abonner et d'activer les notifications afin de ne pas manquer une seule anomalie, car nous poussons toujours plus loin nos investigations dans les archives classifiées de la Fondation SCP.